Alors, on parle beaucoup de la crise des partis politiques, on s'interroge sur leur disparition, leur possible remplacement par des formes de mouvement. Alors, en fait, le premier point que je voudrais très rapidement développer, c'est qu'incontestablement, il y a des éléments d'affaiblissement des partis politiques, mais, et ça, il me semble que c'est moins souvent souligné, il y a des éléments de renforcement. Et ça fait un paradoxal. Donc, plutôt que de crise, je pense qu'il faut parler d'une évolution, et d'une évolution qui est bien connue des sociologues, qui est en fait un renforcement dans un processus très ancien d'autonomisation des partis politiques. C'est le premier point que je voudrais essayer de développer. Et alors, cette autonomisation s'accompagne, pour une part d'ailleurs, est responsable d'un processus que peut-être caractérisé comme étant d'évidement, c'est pas très joli, c'est pas très euphonique, évidemment, des partis politiques. Alors on pourrait en rester là. Voilà, les partis politiques se sont affaiblis, se sont évidés. Bon, bah, c'est comme ça, tant pis. Alors, il y a un troisième point qui, à mon avis, n'est pas suffisamment souligné, c'est que cet évidement et cette autonomisation a des conséquences. Et des conséquences sur, je vais dire brutalement, sur les rapports de force politique entre les groupes sociaux. Et donc, ça, je pense qu'une des conséquences très importantes, qui n'est pas assez soulignée, c'est que ça renforce les inégalités politiques. Et que ça affaiblit encore plus, pour le dire comme ça, les milieux populaires. Voilà, c'est en gros les trois points que je voudrais développer. Je vais essayer de le faire de la manière la plus brève possible. Ça pourrait être très très long, alors rassurez-vous. Donc, je n'ai pas d'éléments chiffrés, mais bon, je vais donner. Alors, premier point, donc l'hypothèse de soutenir, c'est que l'évolution des partis va dans le sens d'une autonomie renforcée. Et ce qui permet de dire ça, c'est qu'il y a des éléments d'affaiblissement, mais il y a également des éléments de renforcement qui vont dans le sens de l'autonomie. Alors, les éléments d'affaiblissement, je vais très vite. Il y a une régression du nombre des adhérents. Premier point. Alors, je vais essayer de résister pour ne pas donner les chiffres. Alors, c'est très variable selon les partis et c'est très variable selon les pays. Mais il y a une tendance, par exemple, vous voyez, les socialistes français viennent de voter, c'est moins de 40 000. Les socialistes allemands viennent de voter, c'est 464 000. Voilà. Bon, vous voyez, donc c'est des tailles différentes. La CDU allemande, c'est 427 000. Ça, c'est les élections françaises sur législatives, parlementaires, sur 20 ans. La courbe en bleu, c'est les voix que n'ont pas les partis. C'est l'abstention. C'est la courbe en rouge, le pourcentage de voix obtenues par rapport aux inscrits des coalitions majoritaires à chaque élection. Ok? C'est-à-dire que la coalition majoritaire actuelle, elle fait 15% des inscrits. Là où en 1997, elle faisait presque 30%. Et en vert, vous avez la courbe des deux principaux partis. Les deux partis qui sont au centre des coalitions. Voilà, donc actuellement, j'ai additionné par exemple PS et Républicains. Ça s'arrête en 2000. Ok? Voilà. Donc les partis perdent des électeurs. Donc, si on fait le bilan de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis perdent, je vais dire comme ça rapidement, brutalement, ils perdent des capacités à attirer à l'extérieur. Qu'est-ce que je fasse? Ils perdent des capacités à attirer des éléments extérieurs au parti. Ils se renforcent dans un certain nombre de... Lesquels? Les budgets. Les budgets. L'argent. Il y a une augmentation très importante des moyens financiers des partis politiques. Comment? Pourquoi? Financement public. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, bon, mais pour vous donner une idée, par exemple,
le financement strict, public strict, parce que dans un instant, je vais vous expliquer qu'il y a d'autres financements publics. Mais le financement public strict, ce qu'on appelle financement public, pour le PS en 2015, c'est 45% de son budget. 45%. Pour les Républicains, c'est 51%. Financement public strict. Alors, il faut ajouter à ça financement public indirect. Notamment un financement public indirect très très important dont on a parlé à plusieurs reprises ce matin, qui est l'augmentation du nombre des, on va appeler ça des auxiliaires politiques. Les membres des cabinets, les assistants parlementaires, les membres des cabinets des exécutifs locaux, etc. Qui correspondent assez bien à ce que Max Weber appelle un professionnel de la politique, c'est-à-dire quelqu'un qui vit à la fois pour la politique et qui vit de la politique, c'est-à-dire qui retire ses moyens de vivre de la politique. Alors, on s'est aperçu quand on parle de professionnels politiques, des fois c'est mal compris. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont des professionnels ou qu'ils seraient très compétents, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est au sens restreint de qu'ils vivent pour et de la politique. Voilà. Bon, donc ça c'est une démonstration. Voilà. Bon, et puis il y a des mécanismes très anciens, hein, de financement indirect de l'activité politique par l'argent d'État. C'est par exemple des gens qui sont des quasi-rentiers, qui ont une activité officielle dans la fonction publique, rémunérée comme telle, et qui peuvent se consacrer plus ou moins temps complet à l'activité politique. Voilà. Donc, premier point, les partis se sont renforcés sous ce rapport-là. Deuxièmement, les partis politiques se sont renforcés dans le sens où ils sont de plus en plus une voie de passage obligée pour l'accès aux positions de pouvoir politique. Alors, c'est évident, par exemple, vous ne pouvez pas être élu parlementaire si vous n'êtes pas présenté, investi, soutenu par un parti politique. Ce n'était pas comme ça dans le passé. Il y a une partie importante, par exemple sous la 4e République, des parlementaires, surtout à droite, hein, mais qui n'avaient pas besoin d'investiture officielle d'un parti politique. Éventuellement, ils appartenaient à plusieurs partis, parce que nous, c'est tout à fait ça. Alors, ça, c'est donc une évolution historique, et c'est une évolution qui se poursuit. C'est-à-dire que pour accéder à des positions de pouvoir politique locales, il faut de plus en plus passer par les partis politiques, disposer du soutien des partis politiques. Alors, pour vous donner une idée, il y a 41 villes de plus de 100 000 habitants, 41, et sur ces 41, il y a 40 maires qui ont, 40 sur 41, qui ont une appartenance partisane déclarée officielle. Bon, j'ai les chiffres pour les conseils. Comment? Il y a une exception. Oui, à Montpellier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas soutenu aussi par des partis politiques. Alors, donc ça c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de ce que Max Weber aussi appelait les petits entrepreneurs politiques indépendants. La politique, désormais, se fait par Internet. Alors, plus ou moins, hein, pour avoir le temps de montrer les différences. Mais l'activité politique passe, et passe de plus en plus, historiquement, mais aussi dans la période récente, passe par les partis politiques. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'entreprise politique individuelle. Hélas. On sait bien qu'il y a toujours des entreprises politiques individuelles, mais ce ne sont plus des entrepreneurs politiques indépendants. Les entreprises politiques individuelles se développent dans le cadre des partis politiques. On recherche l'appui, on a un exemple présent, d'un parti politique. Donc, alors ce qu'il faut noter également, par exemple, c'est que l'accès aux médias, l'accès aux grands médias, passe aussi par l'appartenance politique. On a un collègue, Éric Darras, qui montre bien, par exemple, que quand on regarde qui sont les invités des grandes, s'il en reste encore, des grandes émissions politiques à la télévision, sont ceux qui occupent les positions de pouvoir officielles dans l'État et à la direction des partis politiques, en tous les cas des grands partis politiques. Troisième point, sur lequel les partis politiques se sont renforcés,
on constate aussi des capacités renforcées à imposer des disciplines collectives. Et par exemple, alors l'exemple frappant, hein, et ça n'a pas toujours existé, des disciplines de vote des groupes parlementaires. Ça se met en place, par exemple, assez mystérieusement, et assez brutalement, en 1962. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément de renforcement des partis politiques. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les partis politiques intéressent moins. Faites attention quand on dit de moins en moins, parce qu'on a l'impression que c'est un processus qui va comme ça s'est déroulé sans fin. Donc, les partis politiques intéressent moins l'extérieur. Les groupes à l'extérieur, les hommes et les femmes à l'extérieur, dans le monde social. Et ils intéressent de plus en plus l'intérieur. C'est-à-dire ceux qui sont dans la politique. Ceux qui sont dans le monde politique. C'est exactement la définition de l'autonomisation. Alors Max Weber, encore lui, excusez-moi, mais c'est un auteur que j'aime bien, disait que les partis politiques, ce sont des entreprises politiques. L'entreprise politique chez Weber, c'est un sens de théorie sociologique, hein, c'est pas du tout ce qu'on imagine de dire qu'ils sont comme des entreprises privées. L'entreprise pour Weber, c'est une action continue en fidélité. On ne va pas rentrer dans les détails. Et alors, il ajoute, alors en français, ça sonne de manière un petit peu ironique, en allemand c'est un peu différent, il dit les partis sont des entreprises politiques, les entreprises politiques sont nécessairement des entreprises désintéressées. Désintéressés, de ceux qui sont intéressés. Alors, en français, c'est magnifique, parce que désintéressés, bon. Alors, je vous dis ça. Les partis politiques sont une entreprise désintéressée. Ils ont toujours été. Mais ils le sont. Alors, je ne vais pas dire de plus en plus, parce que ça va donner l'impression que ça va se compliquer comme ça. Mais ils sont un peu plus l'entreprise désintéressée maintenant qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'ils s'autonomisent complètement. En fait, il y a des raisons sociologiques de dire que ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Et c'est une différence entre ce que je suis en train de dire et une théorie qui circule beaucoup en sciences politiques sur les partis cartels, qui pose l'hypothèse tacite d'une autonomie absolue. Je pense qu'il ne peut pas y avoir autonomie absolue pour une raison simple, c'est que nous sommes dans un système de démocratie représentative, qui a des élections, et que pour gagner des élections, même s'il y a de moins en moins d'électeurs, il faut quand même intéresser des électeurs. Et donc il faut les intéresser. Et donc il y a un élément nécessaire d'hétéronomie. Il faut garder quand même un minimum de relations avec l'extérieur, même si les relations s'affaissent, il faut garder un minimum. Donc voilà, c'est pas du tout l'hypothèse que ça va continuer comme ça tout le temps. Hein, voilà. Bon, premier point. Alors, le deuxième point, donc c'est l'idée en même temps qu'il y a cette autonomisation, autonomie renforcée, il y a quelque chose qu'on peut, me semble-t-il, caractériser comme un évidement des partis politiques. Alors j'ai repris évidemment dans tous les domaines. Alors j'en ai repéré 8. Mais j'aurais fini ce soir. Il faut partir, vous m'avez dit, jusqu'à 20h, 20h30. Alors il y en a 8. Non, sérieusement, je vais les énumérer. Je ne vais pas pouvoir traiter au fond, bien sûr. Alors, premier point, il y a quelque chose qu'on peut appeler, me semble-t-il, le rétrécissement des causes. Rétrécissement des causes. On est passé quand même des grands récits, des causes qu'on peut appeler architectoniques, c'est-à-dire qui couvrent l'ensemble, à des catalogues de propositions plus ponctuelles, et en ce qui concerne la gauche, des positions défensives. Quoi. Il faut défendre les services publics, il faut pas. Alors, évidemment, pour l'instant, on ne propose pas de changer le monde, je l'ai dit, mais on veut lutter, ce qui est très important, contre les inégalités, la justice sociale, défendre les services publics, les retraites, le droit du travail. Il me semble qu'il y a également une incertitude sur l'idéal et les finalités poursuivies. Ce
qui me semble très, très révélateur, c'est que la plupart des partis politiques, dans leur nom même, n'indiquent plus de fin à poursuivre. Vous voyez, on est insoumis, on est républicain, bizarrement on est génération. C'est mystérieux quand même. Hein, bon. Mais voyez, on n'est pas socialiste au sens où voilà où on veut aller. Vous voyez, il me semble que c'est ainsi. Donc alors les finalités sont perdues de vue dans les noms même des partis politiques. Deuxième point, régression de l'activité programmatique. Régression, ça ne veut pas dire disparition. Régression des... Alors, il y a eu un affaiblissement de la portée des programmes partisans, il y a eu une réduction de la distance idéologique entre les partis, au moins les partis de gouvernement. Alors, les partis sont principalement nationaux. Ça aussi, c'est important, on n'en parle pas assez. Alors, une part importante de l'activité politique ne se déroule plus dans le cadre national, plus seulement dans le cadre national, mais dans le cadre européen. Donc, il y a un déficit de débat et de propositions programmatiques pour ces niveaux-là, pour le niveau européen ou a fortiori le niveau global. Les élections de premier ordre, par exemple en France, c'est l'élection présidentielle, l'élection la plus importante, sont pour une part structurées par des affrontements de personnes. C'est vrai aussi dans le régime parlementaire. Alors, les programmes des partis ne sont, du même coup, pas toujours des éléments décisifs dans les choix de beaucoup d'électeurs. Avec l'introduction d'élections primaires, les candidats élaborent leur propre programme et ne sont pas tenus par ceux des partis politiques. Les programmes des gouvernements s'autonomisent par rapport à ceux des partis qui les soutiennent. Bon. Une partie des politiques publiques sont inspirées par des organisations internationales et non pas par le programme des partis. Hein. Par exemple, l'OCDE, le Fonds monétaire international, des cercles de réflexion financiers. Voilà, donc régression de l'activité programmatique. Troisièmement, recul des débats internes. Évidemment, dans ce domaine aussi, recul des débats internes. Alors, il y a moins d'occasions de débattre et l'importance accordée aux débats internes a été réduite. Alors, de manière significative, il me semble que les choses sont liées, on observe une tendance à la disparition des journaux, magazines, revues théoriques, maisons d'édition des partis politiques. Hein. Souvenez-vous, il y a des partis avec leur quotidien. Ils avaient plusieurs hebdomadaires. Ils avaient leur revue théorique, ils avaient une maison d'édition. Hein. C'est affaissé. Ça n'a pas complètement disparu, mais ça s'est affaissé. Corrélativement, il y a une raréfaction des actions de formation des militants. Alors, quatrième point de cet évidement, c'est une tendance à la professionnalisation et à la présidentialisation. Alors, les partis politiques sont traditionnellement dominés par les élus, hein, même ceux qui ont essayé de contrôler leurs élus, ils ont réussi pendant une petite période et puis après ils ont capitulé. Hein, donc ça, c'est structurel. Les partis sont dominés par leurs élus et notamment par leurs élus nationaux, parlementaires. Vieille histoire. Bon. Alors, cette professionnalisation tente à s'étendre. Alors, même les partis dont les bureaucraties et dont le nombre de parlements sont faibles relativement, ce qui est plutôt le cas des partis français, par exemple, hein, comparé aux partis allemands, hein, même ces partis-là peuvent s'appuyer sur un personnel qui, dans l'entourage des grands élus, comme je l'ai dit tout à l'heure, a les moyens de se professionnaliser. Donc, de ce point de vue, il y a, me semble-t-il, un renforcement. Donc, la conséquence, c'est que une partie importante du personnel partisan n'a plus d'expérience professionnelle en dehors du microcosme politique. Et les militants du rang sont placés en position d'infériorité par rapport aux membres des entourages, parfois fraîchement issus des universités, dans les concurrences politiques, pour les investitures par exemple, à l'intérieur des partis politiques. Alors, ce qu'on observe également, c'est que parmi les professionnels de la politique qui passent de parti, certains tendent à prendre un ascendant plus marqué que par le passé sur l'ensemble de leurs pairs. Alors, par exemple, c'est un élément de la présidentialisation des régimes politiques. Et on constate que le président en poste, bien sûr, et les présidentiables, hein, ceux dont on pense ou dont ils pensent qu'ils ont une chance de remporter les élections de premier ordre,
pour nous une élection présidentielle. Donc cela acquiert des positions de leadership à l'intérieur des partis politiques. Bref, pour le dire simplement, il y a une tendance à la présidentialisation des partis politiques. Cinquième point, ceci expliquant cela, il y a, bon, ça va faire un peu pédant, mais bon, un processus de désingularisation. Ça, c'est la position sociale d'origine des parlementaires français. Et c'est le pourcentage de ceux qui appartiennent aux catégories supérieures au sein de l'INSEE. Cadre supérieur, profession intellectuelle supérieure. Ici, on ne voit pas bien en violet, c'est le pourcentage dans la population. La population, nous sommes actuellement à peu près ici. Certains partis politiques avaient ménagé des chances d'ascension à certains de leurs membres issus de milieux sociaux atypiques. Atypiques pour le personnel politique national. Et ces partis-là qui, dans le passé, avaient une certaine singularité, ces partis n'ont pas pu ou cherché à maintenir des pratiques de discrimination positive. Alors, sixième point, il y en a 8, c'est bientôt fini. Alors, sixième point, c'est l'affaiblissement, me semble-t-il, des sociabilités partisanes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On constate pour certains partis, y compris les partis de droite, hein, pas seulement les partis de gauche. Je viens de lire un ouvrage très intéressant qui traite de l'histoire du parti conservateur britannique, où ce que je vais dire était particulièrement développé. Donc, dans certains partis, et pas seulement à gauche, une part plus ou moins importante des investissements militants est volontairement ou involontairement orientée vers l'organisation de diverses réjouissances, manifestations festives, pas seulement le simple plaisir de la sociabilité entre militants dont on a parlé encore il y a quelques instants, mais des sociabilités en direction de l'extérieur. Ces pratiques sont spécialement importantes pour ceux des sympathisants, ou même d'ailleurs des adhérents, qui ne sont que modérément attirés et concernés par les questions et débats politiques, théoriques, idéologiques. Donc c'est la raison pour laquelle tous les partis qui ont réussi à enrôler des membres des milieux populaires, pas seulement à gauche, se sont prêtés à l'organisation de diverses formes de réjouissance qui ont contribué à stimuler l'adhésion et l'investissement militant. Et c'est ça qui, me semble-t-il, là j'ai pas de chiffres à vous donner. Donc c'est une hypothèse, une conjecture. Il y aurait, me semble-t-il, un certain affaissement aussi dans ce domaine. Alors il en résulte, septième point, un affaiblissement des activités partisanes bénévoles. Alors d'une part, les actions en direction des publics externes, c'est-à-dire les distributions de tracts, de journaux, les ventes militantes, les campagnes d'adhésion, les appels aux aides financières, les contacts de porte-à-porte, les collages d'affiches, tout ça, voilà, il me semble qu'on peut soutenir, je me trompe peut-être, que tout ça est moins fréquent. Bon. Le militantisme lui-même serait moins investi que par le passé, le temps consacré à la militance serait en réduction, l'engagement serait plus distancié. Alors ce qui est très important aussi, c'est qu'une part des activités partisanes, on a eu tout à l'heure un exemple criant de cela, donc une part des activités partisanes sont sous-traitées aux entreprises spécialisées dans les services politiques. Sondage, communication, marketing politique, événementiel, organisation de grands meetings électoraux, conception des affiches et des matériels de propagande, appel à des formateurs pour la préparation des émissions télévisées, entreprises de sécurité, etc. Voilà. Donc, ce que les militants faisaient dans le passé. Et pour une part, pris en charge à travers l'achat de services sur le marché des services politiques. Alors, le recours au marché des services politiques et ces professionnels rémunérés s'accompagne d'une certaine dévalorisation de l'engagement bénévole et également, comme ça a été souligné à maintes reprises, avec les primaires, les militants ont même perdu le pouvoir exclusif de la désignation de leur candidat. C'est un signe là aussi de... Voilà. Le dernier point, de l'évidemment, c'est la tendance à la fermeture sur soi, et donc ça c'est l'autonomisation aussi, hein, fermeture sur soi. Alors c'est une fermeture, c'est très important,
il me semble qu'on n'en parle pas assez, c'est l'enfermement national, fermeture sur soi dans l'espace national. C'est-à-dire les partis sont à dominante nationale, quand on est à dominante, on est gentil. Les partis européens ont très très peu d'existence effective, donc les partis sont coupés des arènes politiques supranationales. Donc ça, c'est déjà une fermeture, premier type de fermeture. Et puis alors, il y a une fermeture par rapport au monde social, c'est-à-dire que les relations entre les partis politiques et les divers milieux ou groupes sociaux, dont les membres des partis sont proches, ces relations, me semble-t-il, se sont distendues, alors, avec un bémol que je vais ajouter dans un instant, très inégalement selon les partis et les groupes sociaux. Alors, on observe, par exemple, le délitement des mouvements d'organisation satellites spécialisés, comme celles qu'il y avait eu autour du PCF à la grande époque. Les anciens combattants, les locataires, les femmes, les jeunes, les ruraux, les étudiants, les sportifs, voilà, toute cette mouvance d'organisation n'a pas disparu, mais elle s'est affaissée. Et la professionnalisation des acteurs politiques contribue également à l'affaiblissement des liens entre les partis et les groupes sociaux externes. Dans le passé, on avait par exemple des députés communistes qui étaient des professionnels de la politique, mais anciens ouvriers, avec donc un lien personnel avec le monde ouvrier. Et maintenant, un homme politique de gauche dit que son père, maintenant j'ai des exemples, son grand-père, était ouvrier à Caen, l'arrière-grand-père. Donc, alors, les partis politiques ne sont plus ce qu'ils étaient. Il faut faire attention, de prendre garde d'affirmer qu'ils ne sont plus ce qu'ils n'ont jamais été. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que, comparé à des États antérieurs, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut se décrire comme un évident. Alors, on pourra en rester là, parce que c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, si on voyait garde que cette évolution produit des conséquences politiques, et je suis très long, dans le sens, me semble-t-il, d'un renforcement des inégalités politiques. Alors ici, il faudrait faire un petit détour par la sociologie des rapports aux politiques. Alors, pour dire très rapidement et donc de manière très insatisfaisante, que les citoyens, les hommes, les femmes sont très inégalement équipés pour traiter les questions politiques. Alors, ils sont très inégalement intéressés par ces questions-là. Ils ont très inégalement le sentiment d'être compétents dans ce domaine, d'être fondés à intervenir, de pouvoir intervenir, ce qu'on appelle, nous, le sentiment de compétence subjective. Et ils sont très inégalement équipés cognitivement, c'est-à-dire pour se retrouver dans les objets politiques. Par exemple, pour faire la différence entre des candidats, faire la différence entre des partis, faire la différence entre une proposition de voter oui, un référendum européen ou de voter non. Voilà, ils sont très inégalement équipés. Et tout ça, ça obéit à toutes sortes de facteurs contextuels et individuels. Et un facteur extrêmement important, un facteur individuel extrêmement important, c'est le volume de capital culturel, on va dire, pour simplifier, niveau d'éducation. Tout ça est très lié au niveau d'éducation. Alors il en résulte que, selon le niveau d'éducation, les individus, les hommes, les femmes, sont inégalement préparés à traiter les questions politiques par eux-mêmes. Plus le niveau d'éducation s'élève, plus les individus sont capables, alors Pierre Bourdieu parlait de propriétaires de leurs petits instruments de production d'opinion politique. Je pense que, en fait, ça veut toujours dire qu'ils sont propriétaires de leurs petits instruments de reproduction des opinions politiques. Mais plus le niveau d'éducation s'élève, plus les individus sont capables de se débrouiller à peu près tout seuls pour voter, pour savoir qu'il faut voter, et pour savoir pour qui il faut voter. Et pour savoir ce qu'il faut penser de la réforme de la SNCF. Mais plus le niveau d'éducation diminue, plus les individus, alors, soit ont tendance à se tenir à l'écart de tout ça,
soit ils ont besoin d'une aide, d'une direction d'opinion. Et dans le passé, par exemple, la direction d'opinion, elle venait de multiples parts, mais notamment des partis politiques et des militants des partis politiques. Ceux, par exemple, à qui on avait acheté Humain Dimanche, après avoir fait le tiercé, et qui disaient attention, tu ne dis pas, il y a des élections, hein, tu vas voter. Hein. Voilà. Or ça c'est un fils. Alors le résultat, c'est quoi? Bien, il y a une tendance au renforcement des inégalités de participation dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est pour ça que je commence par inégalité de participation. Par exemple, si vous faites un conseil de quartier, bon, ben, il y a des gens qui vont venir, et il y a des gens qui ne vont pas venir. Et ça ne se distribue pas au hasard. Alors il y a toutes sortes de facteurs, très compliqués, ça dépend du quartier, de la réunion, du jour de la réunion, etc. Mais ça dépend également de cette variable fondamentale, qui est le capital culturel et donc le milieu social. Donc toutes les enquêtes montrent que dans les réunions de ce type, conseil des quartiers, il y a une sous-représentation des plus dominés et il y a une sur-représentation des catégories privilégiées, des catégories supérieures. C'est vrai, alors, par exemple, tous les dispositifs de démocratie participative, ça fonctionne aussi. Et alors, dans le domaine électoral, là, je n'hésiste pas, quand même, à la tentation de vous donner 2 chiffres. Les gens qui ont voté aux 4 tours, donc participants constants, parmi les 4 supérieurs de profession intellectuelle, chiffre de l'INSEE, 45%. 45% des cadres des milieux supérieurs ont voté aux 4 tours. Ouvriers, 26%. C'est un écart considérable. C'est un écart considérable, c'est presque simple double. Alors, il se trouve que moi, ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, il y avait des distributions statistiques portées sur les années 50, 60, 70. Il y avait cette relation. Mais la relation statistique était très faible. C'est-à-dire que les ouvriers votaient en moyenne un peu moins que les cadres supérieurs de profession intellectuelle, mais l'écart était très faible. Il y avait même des cas où la relation statistique était pas terrible. Et maintenant, elle est très nette. Elle est comparable à ce qu'on a toujours mesuré aux États-Unis. Ça a toujours été comme ça aux États-Unis. La France s'est alignée sur les États-Unis. Pourquoi? Pour un très grand nombre de raisons. Mais aussi en raison de l'affaissement de l'encadrement partisan, de l'évidement des partis politiques, et notamment des partis qui encadraient les milieux populaires, l'évidement et de leur autonomisation. Deuxième domaine, là, il faudrait vraiment beaucoup de temps, l'affaissement des capacités d'orientation des milieux populaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, dans leur rapport aux politiques, les milieux populaires s'estiment pas compétents, donc ils ont tendance à se tenir à l'écart. Et quand ils ne se tiennent pas à l'écart, par exemple quand ils vont quand même voter, alors le problème est de savoir s'ils vont être encadrés ou pas, s'ils vont être aidés ou pas. Et alors quand ils ne le sont pas, ils ont tendance à faire des choix un peu superficiels, instables, peu structurés. Alors par exemple, j'ai sous les yeux là, les résultats d'une enquête. Si on regarde les 4 tours des élections en 2007, et si on regarde ceux qui ont toujours voté à gauche ou toujours voté à droite, il y a une surreprésentation des milieux élevés et une sous-représentation des milieux populaires. Vote stable, toujours. Et si on prend ceux qui ont bougé, passer d'un camp à l'autre, là, il y a une surreprésentation des milieux populaires et une sous-représentation des milieux les plus élevés. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est un privilège politique. Les milieux supérieurs sont mieux armés pour identifier leurs intérêts politiques et s'y tenir. Et les milieux populaires sont
moins équipés, et d'autres moins équipés qui sont moins encadrés et moins aidés que par le passé. Alors ça, c'est une question extrêmement importante, et là je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait beaucoup de temps, si on réfléchit sur la question des sondages d'opinion. Les sondages d'opinion, j'avais trouvé une formule, c'est un prodigieux dispositif capable d'amener une partie importante de la population, et particulièrement les catégories politiquement et culturellement démunies, à avancer des réponses qu'elles ne choisiraient pas si elles étaient mieux informées et assistées. Donc les sondages d'opinion, par exemple, conduisent à ce qu'une partie de la population, principalement dans les milieux populaires, va se trouver comptabilisée parmi les partisans de points de vue contraires à leurs intérêts politiques quand ils ont. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie, vous voyez, c'est une conséquence de l'affaiblissement des partis politiques. Et le dernier point, mais je ne traiterai pas, ce qu'on peut dire également, c'est que l'affaissement des partis politiques, ça contribue, il y a un affaissement des partis politiques qui ont contribué dans le passé ce qu'on peut appeler la construction de groupes sociaux populaires, et la construction des groupes sociaux populaires comme classe, la construction de la classe ouvrière. Et donc, leur affaiblissement participe de processus de déconstruction de ces groupes qui ont été construits, ce qui fait que l'affaissement des partis politiques a pour contribué donc à déconstruire ce qu'ils avaient construit dans le passé, et donc, dans ces décombres, les membres des milieux populaires se trouvent sérialisés, c'est-à-dire isolés, individués, alors que leur force ne peut venir que du collectif et du regroupement, comme ça avait été dit ce matin. Voilà, excusez-moi.